Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Lafayette et Promotea, l'organisme de formation Promotea. Donc, c'est la troisième séquence du cycle Quels élus pour demain qu'on organise depuis la semaine dernière. On a eu deux premières séquences la semaine dernière. On a parlé de la capacité des élus, dans un premier temps, à prendre leur temps de délégation pour porter leur mandat. C'était le préalable, c'était la première séquence, c'est le premier gage de reconnaissance. Ensuite, le jeudi dernier, on a parlé de la capacité à parler de son expérience, de ses compétences, mais de façon informelle, dans le cadre des entretiens, mais aussi de façon informelle avec les salariés, avec la ligne hiérarchique, de briser la glace et de sortir de la boîte noire des compétences acquises et de l'expérience acquise, montrer ce qu'on fait dans un cadre informel. Et ce matin, c'est la troisième séquence, et grâce à donc Lafayette et Promotea, on va parler de compétences, mais de façon plus structurée, de certification et de diplôme, et de voir de quoi on parle. C'est bien ça le sujet, parce qu'on va bien voir que derrière, il y a une importance sémantique derrière ces termes. On ne parle pas forcément tous de la même chose quand on parle de compétences, de certification et de VAE, et de diplôme et de la VAE qui potentiellement amène au diplôme. Donc un sujet riche ce matin, vous allez voir, il y a beaucoup de ressources qui vont être partagées, de la ressource à valeur ajoutée. Donc, bienvenue à vous. Profitez-en pour vous nourrir et aussi pour nourrir également les échanges qui vont nous animer pendant cette petite heure et demie qui va nous intéresser. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes nombreux, nombreuses, et donc vos partages seront intéressants. Voilà. Donc, moi, je suis Rodolphe Hélarlet. Je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée en tant que responsable éditorial de Miroir Social. Et donc, je remercie donc encore une fois donc Lafayette représenté par Jean-Christophe Chamaillou, Promotea représenté par Nicolas Cauchy. Vous deux, vous représentez, vous portez cette rencontre, et ça va être notamment intéressant de voir l'articulation qu'il y a entre Lafayette. Je reprends tes termes, Jean-Christophe, où tu parlais que vous êtes des traducteurs de compétences, un peu les scripts des compétences, un travail d'écriture de fond là-dessus. Tu vas nous expliquer un peu ce que ça recouvre en préalable. Tu auras une introduction assez solide pour poser le sujet, et ça sera d'autant plus intéressant de voir l'articulation avec Promotea. Vous faites partie du même groupe, qui est un organisme de formation qui forme les élus, et de voir ce lien que vous allez enrichir entre Lafayette et Promotea, et de quelle façon vous allez faire. Et on a la chance d'avoir donc 4 témoignages d'élus et de représentants syndicaux pour illustrer tout ça concrètement. Donc, Laurence Gnonfoun, toi, tu es déléguée nationale CFE-CGC en charge du dialogue social. Et je le dis d'emblée, grâce à toi, la CFE-CGC a accepté de partager une ressource à valeur ajoutée, qui est normalement réservée aux adhérents de la Confédération. Et vous allez voir une ressource lourde de ressources qui va vous faire l'inventaire un peu des formations qui peuvent intéresser des élus classés par thématique et avec les conditions d'accès, les prix, etc. Donc vraiment une ressource très pratique que la CFE-CGC a accepté de partager, et merci à vous d'être dans une logique d'ouverture et de pot commun, de commun. C'est pas plus mal dans le monde syndical, on le voit assez peu, et c'est super. Rémi Boulet, toi tu représentes tu représentes la CFTC, la Confédération CFTC, et tu portes les jeunes, le sujet des jeunes, du militantisme des jeunes militants à la CFTC. Je précise, Laurence, d'ailleurs, que tu es en fait tu es retraitée, mais tu es une jeune militante, une jeune activiste syndicale, donc ça sera vraiment intéressant de t'entendre. Debra Reynolds, toi tu représentes la CGT, tu vas dans l'enseignement privé indépendant. Et tu vas nous partager ton parcours en VAE, voilà, une expérience vécue avec les points de vigilance, ce qu'on ne lit pas forcément dans les textes quand on découvre la VAE. Et Claude Fouquet, toi tu es délégué syndical CFE-CGC
chez Finia, un sous-traitant automobile, et tu es certifié référent classification UIMM, donc une certification patronale, et ça sera intéressant de t'entendre parler de ce que ça t'apporte. Voilà. Donc merci à vous tous de participer en compte. Donc n'hésitez pas à réagir dans la salle et on va commencer tout de suite. Alors en préalable, je vais vous partager quelques petites choses. Déjà, je voulais vous mettre, je vais vous mettre une notification. C'est jamais trop tard. On a lancé une enquête avec Oasis Mobilité, avec qui on va clôturer la séquence Quels élus pour demain jeudi prochain. Et donc, on a lancé une enquête, on a près de 400 répondants avec Oasis Mobilité sur une enquête sur compétences des représentants du personnel avec qui on en parle. Donc, c'est une enquête en 12 points qui est donc assez flash, mais avec beaucoup de verbatim qu'on a recueilli. Donc, une super matière qu'on va vraiment exploiter avec Oasis Mobilité. Et donc, jamais trop tard pour y répondre. Je vous ai mis la notification. Un autre point que je voulais mettre en avant, c'est que Miroir Social, en partenariat avec À Savoir Égal, c'est l'initiative d'À Savoir Égal, soutenue par le groupe Upcop, on lance jeudi prochain un podcast qui s'appelle La Fabrique du Militant et qui vise à narrer sur des formats courts, un maximum de 15-20 minutes, des parcours de militantes et de militants sans langue de bois, j'insiste là-dessus. Vraiment, ça peut aussi vous inspirer, vous motiver, etc. Et premier épisode jeudi prochain. Dans les liens, voilà les liens que je voulais mettre dans un premier temps. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est, je vais vous partager, j'en ai parlé, très rapidement, histoire de vous mettre dans le bain et de ne pas être trop long, je vais vous mettre en partage les premiers résultats du sondage dont je vous ai parlé, d'accord ? Et donc, par exemple, la première question qu'on posait, c'est quelles principales compétences pensez-vous avoir acquises grâce à votre mandat en matière de savoir et savoir-faire ? Donc, je vous laisse découvrir les résultats. Normalement, vous avez en haut à droite de la ressource, vous avez un petit nuage. Moi, je dis que c'est un nuage, mais et là, vous pouvez télécharger la ressource, hein, d'accord ? Donc, voilà, je vous laisse prendre connaissance de ces résultats. Donc, on a posé et ça peut se discuter. Ça va être intéressant d'avoir l'écho de Jean-Christophe sur la façon dont on a posé le sujet. Hein. Ça, c'est la première question. Ensuite, je vais vous partager, excusez-moi, une deuxième ressource là-dessus. La deuxième question, c'était en matière de comportement, de posture. Donc, le savoir-être, là également, vous pouvez consulter les réponses. Voilà. Et peut-être le point saillant par rapport à ce matin, le sujet qui nous anime. Donc, c'est vraiment des morceaux choisis des résultats qu'on va vous diffuser jeudi prochain. C'est celui-là. Attendez, c'est celui-là. Hop. Voilà. Ça, c'est vraiment le sujet saillant pour ce matin. Souhaitez-vous vous engager sur un parcours diplômant en lien avec les compétences acquises pendant votre mandat ? Donc, sur 357 répondants, on a 52% de non et 48% de oui. Donc, voilà, c'est assez tranché et tout le monde ne veut pas. Et le point important, c'est surtout dans les verbatims, dans les noms, c'est ce qui explique le nom et c'est un peu, voilà, c'est je suis trop vieux en gros, c'est trop tard. Voilà, c'est le truc qui arrive dans les verbatims, vraiment le truc qui remonte, c'est ça. Je suis trop vieux, c'est trop tard. Donc voilà, il y a matière à cogiter là-dessus. Voilà les et donc je vais pas être plus long. Et à toi la parole, Jean-Christophe. Donc Lafayette, vous êtes, tu présenteras mieux que moi le cabinet. Et si on peut et donc le préalable. L'intérêt de ton intervention, vraiment, au-delà ensuite des rebonds que tu vas pouvoir faire, c'est de poser le sujet. Moi, le premier, je suis vraiment pas un spécialiste des compétences et des certifications et des diplômes et des VAE qui les amènent. Donc, si tu peux un peu nous poser le sujet de la sémantique, l'importance de la sémantique quand on parle de tout ça. Et donc, à toi la parole, Jean-Christophe. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous ont aidés à participer et à construire cet échange.
En effet, le sujet de la compétence et des certifications est un sujet que nous accompagnons depuis plus de 16 ans avec Lafayette et puis depuis maintenant 2 ans avec le groupe Alpha dont fait partie Promethea, avec un objectif vraiment de faire le lien entre compétences et emploi. C'est vraiment notre leitmotiv, c'est le lien entre en passant par la formation. Hein. C'est-à-dire que, en gros, pour nous, la formation fait le lien entre des montées en compétences et derrière une employabilité. Donc, on va revenir de toute façon tout au long de ce webinaire sur la notion de lien avec l'employabilité, mais nous, c'est notre sujet. Alors, Lafayette, c'est une trentaine de consultants. Promethea se présentera, mais au sein d'un groupe qui fait aujourd'hui 900 collaborateurs à peu près. Et donc, autour de notre expertise, on a 3 sujets. Un sujet qui est d'accompagner les acteurs de la formation, mais également les branches professionnelles, mais également quelques structures privées et publiques sur le plan de la certification, mais également sur le plan de la stratégie de certification, c'est-à-dire à quoi sert de mettre une certification en place. Et je trouve que ce sondage est extrêmement utile, et notamment la dernière réflexion que tu as eue sur l'usage que l'on peut faire d'une certification et sa valorisation, où on est à quasiment 50% de oui pour 50% de non. Ça m'intéresse pas ou je n'en vois pas l'utilité. Donc peut-être qu'on pourrait y revenir, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne introduction. Alors, pour introduire le sujet, je vais commencer par introduire ce qu'est une compétence. Alors, des définitions, vous allez en trouver plein il suffit de taper Wikipédia ou ChatGPT pour trouver les bonnes définitions. Bon, celle sur laquelle je vais m'appuyer, c'est celle de France Compétences. Alors pourquoi? Parce que France Compétences, c'est l'organisme qui régule les certifications et qui les reconnaît. Et que je trouvais que c'était en plus une définition, vous allez voir, qui donne à réfléchir à ce qu'est l'impact que peut avoir la description d'une certification et puis le lien qu'il y a bien évidemment après avec les certifications. Donc, selon France Compétences, la compétence, c'est la mobilisation pertinente de ressources telles que les savoirs, savoir-faire technique et relationnel. Donc, vous voyez qu'il y a ce qu'on peut appeler des savoirs, c'est-à-dire de la connaissance. C'est pour ça qu'il y a toujours un débat entre savoir, compétence et connaissance. Hein. Donc, on va dire ce que l'on doit connaître, comment on doit le mettre en œuvre et ensuite avec quel outil. Et avec elle, on va dire, soft skills, c'est-à-dire relationnel, comportement ad hoc. Voilà, ça c'est globalement ce qui définit une compétence, sauf que on l'associe à un environnement. Pour exercer une activité, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que la compétence toute seule, elle n'a pas grand-chose, on va dire, à faire dans son usage si on ne l'associe pas à une activité, et cette activité, elle est en lien avec des objectifs professionnels, donc l'employabilité. Donc, vous voyez qu'il y a un descriptif, des fois un peu complexe, comment on fait les choses, avec quoi, comment et avec quelles compétences, dans un environnement donné, dans un contexte donné, et avec un objectif professionnel en bout de ligne. Et ce qui fait que ce qui est compliqué dans ce descriptif, c'est le lien que l'on va faire avec l'évaluation qui va nous permettre de nous dire est-ce que ma compétence est employable et ensuite dans quel contexte elle est employable. Et là, il y a une deuxième partie de la définition qui est intéressante, enfin c'est pas vraiment une définition, qui dit elle s'évalue dans un contexte donné en tenant compte de l'autonomie, des ressources disponibles et de la situation, tout en étant transférable d'un contexte à l'autre. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans on va dire, dans ce complément, c'est que cette première partie, notamment quand on parle d'autonomie, elle va se lier à un niveau. On reviendra tout à l'heure sur l'enquête et puis notamment les types de compétences qui sont présentés dans la, on va dire dans l'enquête, dans le questionnaire qui a été présenté tout à l'heure. Et donc, il y a une histoire de niveau.
une histoire de moyens et une histoire de situation et de contexte. Vous voyez, par exemple, je vois qu'il a présenté le tableau, on a un certain nombre on voit que la difficulté qu'a pu avoir, on va dire, la personne qui a rédigé ce contexte, c'est de trouver une manière d'écrire une compétence de manière assez simple, mais comme on peut, je m'explique, hein, par exemple, prenons la compréhension des enjeux, qu'est-ce qu'on a derrière? La compréhension des enjeux, est-ce que c'est l'écoute? Est-ce que c'est l'analyse? Est-ce qu'on s'est préparé avant? Est-ce que la compétence, c'est de se préparer avant pour comprendre les enjeux et les exprimer? Vous voyez que c'est pas si simple que ça que de décrire une compétence. Rodolphe, tu voulais dire? Ouais, non, je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'est, excuse-moi, je vais mettre la 2, c'est là sur Oui, le côté, par exemple, négociation. tout à fait, oui. Là, on Alors, parlait de ça, ouais. c'est vrai que quand je suis tombé dessus, je me suis dit, tiens, c'est intéressant à deux titres. La première, c'est que capacité à négocier, c'est une déclinaison de plusieurs, on pourrait dire, soit micro-compétences, soit compétences à part entière, hein. Par exemple, l'écoute. Pour négocier, il faut savoir écouter, il faut savoir répondre aux objections, il faut se préparer. Donc, il y a un certain nombre de compétences à part entière, hein, et qui mêlent d'ailleurs des techniques et un savoir-être, hein, une façon de répondre. Mais c'est cet ensemble qui fait que on dit c'est la compétence de négociation. Alors ça c'est le premier enjeu, mais le deuxième enjeu c'est le niveau. Vous voyez, quand on parle d'autonomie, est-ce que je négocie seul? Est-ce que je négocie dans un conseil stratégique complexe? Est-ce que c'est un premier niveau de négociation, c'est-à-dire je réponds aux objections et puis j'applique les directives qui me sont données. Et tout ça donne un niveau. Alors pourquoi je parle de niveau? C'est parce que quand on va en venir aux certifications, et que je vais expliquer ce qu'est une certification, eh bien la certification, elle, au moins pour une partie des certifications, et ça, on en viendra également à la VAE, est accrochée à un niveau. On a des niveaux, alors on ne parle pas de bac plus quelque chose, mais le niveau 3, c'est les niveaux CAP, les niveaux 4, c'est les niveaux bac, 5, BTS, etc., quoi. Mais en fait, derrière ces niveaux, il y a un descriptif, un peu comme quand on décrit des classifications, ben là, on décrit des certifications avec un ensemble on va dire, un périmètre d'autonomie. Par exemple, niveau 3, c'est j'applique des règles, j'exécute des directives qui me sont données. Mais revenons à la négociation, je pourrais très bien négocier à un niveau 3 en expliquant comment je mets en œuvre un certain nombre de directives qui me sont données, puis point à la ligne. Niveau 4, c'est en autonomie, donc je vais décider quand même seul ce que je vais faire et la manière dont je vais utiliser les directives qu'on m'a données. Niveau 5, on est au niveau BTS, hein, par exemple. Hein. Là, on est plus dans l'animation, on va plus travailler une négociation où on va être capable peut-être de faire des choix, on va être capable d'animer à plusieurs une réunion, etc., etc. Donc, vous voyez, derrière cette terminologie, j'ai les compétences de la négociation, ben, c'est pas si simple que ça d'amener à, on va dire, à quelque chose qui pourrait être transférable, évaluable dans un contexte d'employabilité. Donc, première difficulté, la difficulté de circonscrire la compétence, mais ça se fait hein, entre nous. Vous avez déjà des référentiels. On vous parlera tout à l'heure du référentiel AFPA. On vous parlera peut-être, et vous connaissez le référentiel dialogue. Des fois, chaque entreprise a son propre référentiel de compétences, mais c'est pas parce qu'on a un référentiel de compétences qui est lié à des métiers que derrière, on va jusqu'à la certification. Alors, qu'est-ce que la certification? La certification, c'est vraiment un dispositif qui permet de faire le lien entre une activité, une compétence, et derrière, une employabilité. Je dis bien une employabilité, pas forcément un emploi. Hein. Je ne parle pas simplement de référentiel de métier, hein. Je parle bien d'employabilité. Ça veut dire que celle-ci peut être contextualisée. On peut avoir une certification qui soit approchante ou non d'un métier,
tout simplement parce que elle va être contextualisée face à une région. Dans une région, on soude peut-être pas de la même manière parce que dans le naval, la soudure n'est pas la même chose que dans certains métiers de la métallurgie, etc. Donc, on voit bien que la notion de contexte est une notion qui est accrochée à la certification. Donc, qu'est-ce qu'une certification? Une certification, c'est un dispositif de reconnaissance d'un certain nombre de compétences et de positionnement de ces compétences. Voilà. Elle est composée d'un référentiel dans lequel on va associer des activités, des compétences et des critères d'évaluation. Vous voyez, il y a toujours cette histoire de positionnement face à l'emploi que l'on vise. Dont on reviendra évidemment sur la valorisation des compétences de l'élu, évidemment. Donc, ensuite, deuxième élément constitutif de la certification, ce qu'on appelle un règlement de certification. En gros, comment ça s'évalue? Qui évalue? Est-ce qu'on est juge et partie? La certification, ce n'est pas la fin d'une formation. C'est un vrai dispositif. Souvent, elle est associée à la formation, mais pas que. Les branches, aujourd'hui, ont des propres certifications. Et donc, cette certification, elle n'est pas accrochée à une formation. Elle habilite des organismes de formation, comme certains certificateurs. C'est vrai qu'on connaît beaucoup les certifications de l'AFPA, par exemple, les titres pro. L'AFPA garantit, on va dire, la certification, mais derrière, des tas d'organismes de formation préparent à ces certifications. Vous voyez qu'on fait bien le lien. Donc, certification, c'est un référentiel, c'est un règlement de certification, et ensuite, c'est un certificateur privé, public, comme pourrait l'être Prométhéa, comme nous, Lafayette, nous le sommes sur une certification qui s'appelle référent qualité Calliope, dans lequel on a ce règlement de certification et on est certificateur. Attention, pour être certificateur, le jury de certification ne doit pas être juge et partie. Donc, nous utilisons des personnes extérieures du métier pour nous aider à valider le jury. Voilà un petit peu compétences, certification, pour peut-être poser le débat, on va dire, de tous ces éléments-là. Jean-Christophe, super, merci à toi. Le lien quand même avec la VAE, parce que là aussi le sens des termes a priori est important quand on parle de VAE et le lien avec référentiel, ce dont tu as parlé. Alors, c'est extrêmement important parce que, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez vu, peut-être ou pas d'ailleurs, mais France Compétences a deux répertoires. Un premier répertoire qui vise les certifications, qui vise un métier ou un ensemble de métiers. Hein. Attention, hein, c'est pas le référentiel de la certification, c'est pas le référentiel ROM. Hein, c'est la certification, elle décrit un contexte particulier, un ensemble de compétences qu'on valide. Donc, la certification, elle est soit inscrite au répertoire spécifique, soit au RNCP. RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Ça cible un métier ou un ensemble de métiers. Répertoire spécifique, c'est un ensemble de compétences. La VAE, c'est la manière de reconnaître les acquis de l'expérience. C'est un véritable dispositif. Je le dis, pourquoi? Parce qu'il y a le droit du commerce derrière qui vient mettre un tampon et qui dit attention, la VAE, c'est un dispositif. Alors, c'est un dispositif qui va reconnaître par l'expérience l'ensemble des compétences qui sont avérées. Et d'ailleurs, c'est en partie pour cela, parce que depuis 2016, seules les certifications visant un métier, plusieurs métiers en fait, en gros les certifications dites professionnelles, sont découpées en ce qu'on appelle des blocs de compétences. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que autrefois, la VAE, c'était, on démarre, c'était très compliqué, il fallait, on va dire, avoir les compétences de tous les diplômes et pour ceux qui avaient déjà de l'expérience, ça devenait vraiment complexe. Le découpage en blocs de compétences a simplifié le dispositif en découpant plus finement l'attendu en termes d'activité de compétences, ce qui a permis d'avoir une association un petit peu plus aisée, en tout cas, avec les activités et surtout les acquis de l'expérience.
Donc, on va dire que ces derniers temps, la VAE a quand même été facilitée. Il y a eu une promotion de la VAE, c'est-à-dire en gros, on valide l'expérience. Et c'est là qu'on peut faire le lien, évidemment, avec la reconnaissance de l'expérience d'élu, c'est-à-dire en gros, on a un certain nombre de compétences. Quelles sont ces compétences? Comment on peut les reconnaître? Et puis, comment on les associe à des blocs de compétences déjà existants ou à tout ou partie, et c'est ça qui est intéressant, à un titre inscrit au RNCP. Alors, je termine juste pour dire que la VAE n'est associée, le dispositif de VAE, qu'au RNCP, c'est-à-dire le fameux répertoire national des certifications professionnelles, c'est-à-dire plutôt des formations longues et des reconnaissances de diplômes longs, avec un niveau. Cela dit, on peut reconnaître l'expérience, notamment dans des dispositifs qui ciblent une certification de type répertoire spécifique, sauf qu'on ne peut pas l'appeler VAE. Voilà, il faut utiliser d'autres termes, mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça que nous, on arrive à travailler sur le sujet. Ok, donc on parle de VAP, par exemple, c'est ça Non, il y a des tas de dispositifs. Hein. La VAP, elle permet de valider l'expérience. Par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas le bac et puis qui voudrait faire un diplôme universitaire sur lequel le bac serait obligatoire ou un diplôme serait obligatoire, eh bien, l'outil qui va être utilisé, c'est l'expérience avec un système qui s'appelle VAP, qui est aussi un système reconnu des universités. Mais donc, on peut imaginer un système qui reconnaît l'expérience comme un outil, comme une partie des compétences acquises et qui pourrait permettre de compléter, qui pourrait se compléter de formation, par exemple, pour atteindre une certification donnée. Entendu. Bah écoute, merci à toi et après libre rebond à toi. Regarde en fonction de ce que tu vas entendre. Merci, Nicolas. À toi la parole. Donc toi, tu représentes tu es directeur général de Promotea. Donc vous formez des élus. Et ben on regarde ce qu'a dit à l'écoute de ce qu'a dit Jean-Christophe. Comment vous formez des élus, ils acquièrent des connaissances, des compétences dans le cadre des formations que vous dispensez. En quoi ces formations seraient à terme certifiables et qu'on sortirait d'une formation Promotea ou d'autres organismes avec pas simplement, avec un tampon un tampon entre guillemets, quelque chose qui valorise. On est quand même dans le sujet de la reconnaissance et quelque chose qui puisse être opposable, voilà. Et à quelles conditions ça pourrait se faire? À toi, Nicolas. C'est des grandes questions que tu poses, Rodolphe. Alors, effectivement, on forme des représentants des salariés, plutôt dans un contexte collectif, c'est-à-dire que c'est pas un choix, mais c'est une réalité, en tout cas sur l'année 2024, année consécutive à un pic électoral depuis les ordonnances Macron. Il y a un cycle quand même qui est assez régulier. Et donc, les sujets sur lesquels on est sollicité fortement, c'est les formations qu'on appelle légales, 5 jours sur la santé-sécurité, 5 jours sur le fonctionnement du CSE et différentes considérations économiques et juridiques. Donc, on forme collectivement des groupes sur l'exercice de leur mandat et les compétences. On aura formé quand même à la fin de cette année un peu plus de 8000 personnes. Donc, ça commence à représenter des volumes et on a des retours qui sont plutôt sympas. Et sur ce qu'ils apprennent en prévision de leur exercice collectif. Mais un certain nombre d'entre eux nous disent, effectivement, est-ce qu'on aurait une possibilité de convertir ces choses qu'on a apprises avec vous et qu'on pourrait développer ultérieurement et qu'on met en pratique dans l'exercice de nos mandats, dans un curriculum vitae, dans éventuellement un repositionnement professionnel, en particulier avec ce serpent de mer qui est le plafonnement à 3 mandats successifs, même si toutes les organisations syndicales réclament la suppression de ce plafond. Pour l'instant, il existe, et l'idée qu'à un moment ou un autre, il va falloir se repositionner dans un métier, c'est bien quelque chose qui fait réfléchir. Et du coup, on a regardé qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Jean-Christophe l'a un peu évoqué tout à l'heure. Le ministère du Travail a fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il y a bien un certain nombre de compétences au RNCP qui ont été identifiées,
qui sont associés à des titres professionnels, des métiers inscrits dans le répertoire des métiers, et puis avec des blocs de compétences. Donc on a par exemple assistance dans la prise en charge d'un projet. Il y a une correspondance qui est faite et qui peut être validée en VAE avec le titre assistant de direction et avec le bloc de compétences assister un dirigeant dans la prise en charge d'un projet. Ce qu'on dit juste, c'est que dans ce travail qui est intellectuellement bien construit, il y a un petit côté restrictif ou réducteur qui nous chagrine au regard des compétences que l'on voit exercées par les représentants des salariés. C'est-à-dire que tous les blocs de compétences qui sont là sont des blocs niveau 4, niveau 5. Ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, ça amène à des niveaux qui sont de niveau bac plus 2 maximum. C'est des postes d'assistants. Donc, on nous dit, vous pouvez participer à la médiation sociale. Oui, mais c'est assurer l'exécution d'un service de médiation sociale. Il n'y a jamais été question de concevoir un dispositif ou d'en porter une stratégie. Et nous, on dit, en formant de nombreux élus régulièrement, on a quand même un nombre important de représentants des salariés qui, au bout de 2 ou 3 mandats, dans des CSE en plus importants, sont capables de discuter d'orientation stratégique de leur entreprise, de proposer des alternatives, de réclamer des négociations sur des champs complexes et pas seulement en application ou en contestation ou en critique d'un texte présenté par la direction de l'entreprise. On a des compétences autour de l'outil informatique, de la maîtrise de la communication informatique, en maîtrise de RGPD. On a des choses très importantes qui sont développées dans ce domaine-là. On a des choses en matière de prévention des atteintes à la santé au travail qui sont complètement méconnues dans le dispositif présenté par le ministère du Travail. Et donc, on se dit, l'ensemble des compétences développées par les élus amène à quelque chose qui peut être un peu frustrant parce que c'est des compétences non exhaustives et un peu courtes en niveau. Et nous, on voit beaucoup d'élus qui ont plutôt un champ de compétences adressé plus large et à des niveaux supérieurs à ceux qui sont décrits. Et c'est là où le travail dont on a parlé et que Jean-Christophe a décrit conceptuellement tout à l'heure nous semble important. On pense que les formations qui sont suivies de manière intense par les élus tout au long de leur mandat devraient leur permettre de valider la maîtrise de compétences sur des champs qui aujourd'hui ne font pas partie du certificat de compétences professionnelles institutionnelles et à des niveaux de responsabilité un peu supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui reconnus. Et donc ça, c'est un chantier qu'on a décidé d'ouvrir avec Jean-Christophe en disant on a un terrain qui est favorable, probablement qu'il faut qu'on soit qu'on propose une certification de manière un peu volontariste de notre part, et puis ensuite, comme ça a été décrit, ça n'empêchera pas n'importe quel autre organisme de formation qui accepte le référentiel de certification, les règles de certification avec l'établissement des jurys et tout ce que Jean-Christophe a très bien décrit tout à l'heure, de proposer le même contenu tant qu'il respecte le cahier des charges et des spécifications qui auront été validées. Donc nous, on a l'intention de faire ce développement et probablement, j'ai commencé par dire, comme ça après je vous laisse la discuter Rodolphe, j'ai commencé par dire que les formations qu'on a vues aujourd'hui étaient plutôt des formations collectives sur l'exercice d'un mandat. Évidemment, quand on est dans la certification, on est sur une dimension individuelle. Les compétences, elles sont pas collectives, elles sont détenues par un salarié, ce qui suppose quand même pour nous un travail un petit peu complexe de transposition de ce qui est enseigné dans les formations de CSE pour en faire une évaluation individuelle avec éventuellement des niveaux de maîtrise un peu différents. Donc, il y a un travail qui n'a pas été engagé jusqu'à présent. C'est pas comme ça que ça a fonctionné historiquement, mais on se dit qu'il y a un vrai enjeu pour le repositionnement et l'employabilité des représentants des salariés à creuser ce sujet un peu plus profond.
Et mon dernier mot, c'est qu'il y a quelques fonctions sur lesquelles la maturité est sans doute un peu supérieure. La fonction de trésorier d'un CSE, la fonction de secrétaire d'un CSE, la fonction de conseiller du salarié, de préventeur sur le harcèlement, la question de référent handicap. C'est quelques fonctions qui sont exercées à l'intérieur d'un CSE ou dans le cadre de l'exercice des mandats pourraient faire l'objet d'une certification individuelle un peu plus rapide et un peu plus gratifiante probablement pour la reconnaissance des compétences développées en acceptant ses responsabilités dans le CSE. Rodolphe, Je te relance quand même, je remets une pièce tout de même parce que tu disais, oui, effectivement, pour un organisme de formation comme le tien, ça sous-entend aussi un changement d'approche, enfin une approche complémentaire. Mais ça sous-entend ce que tu m'expliquais. Ça sous-entend également un suivi plus fin de la capacité des élus que vous avez formés à mettre en action. On est d'accord. Il y a ça aussi qu'il faudra que vous intégrer davantage. Alors là, effectivement, tu as raison. Actuellement, quand on délivre une formation, il y a 3 jours, 5 jours, 2 jours, enfin peu importe. Et puis, c'est à la liberté des élus de se réinscrire à quelque chose de complémentaire 1 an, 2 ans plus tard. Si on rentre dans une logique de certification, ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Christophe de manière importante, il y a des connaissances à mettre en œuvre dans un contexte, et puis il y a tout un dispositif de validation de ces compétences qui peut se faire par une VAE, mais ou par des dossiers, ou par toutes sortes d'examens avec une rédaction, avec un QCM, avec un schéma à dessiner, peu importe. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais il y a bien un dispositif de jury qui va attester que les compétences sont maîtrisées. Et ça suppose effectivement d'avoir la formation, d'avoir un temps de mise en œuvre et d'avoir un peu plus tard un temps d'évaluation des compétences acquises à l'épreuve des faits. Parfait, nickel, c'est clair. Merci à toi, Nicolas. On va passer au témoignage des représentants syndicaux qui mettent en application tout ça. Alors, je garde des questions, mais Jean-Christophe, je t'invite à regarder dans les questions. Il y a une question peut-être à l'écrit, mais quelle est la durée de validité de tel ou tel bloc de compétences quant à l'obtention d'un diplôme ou via est-ce qu'il y a une période de péremption sur la durée de validité des blocs de compétences? Là, il y a une question là-dessus. Vas-y, si tu veux répondre, vas-y. Je réponds d'abord, je remercie parce qu'il y a des échanges assez intéressants, notamment un référentiel qui est en train de se bâtir sur les industries du verre autour des élus, et ça c'est plutôt intéressant. Donc, il peut y avoir plusieurs certifications qui visent la même incidence, donc il n'y a pas de sujet, mais quand même, je suggère que les éléments soient partagés. C'est pour ça que je trouvais intéressant l'échange qui était fait, parce que évidemment, il faut s'appuyer sur des travaux qui existent de manière à éviter de monter une usine à gaz. Après, quand on passe un bloc de compétences, il est acquis à vie. Par contre, le bloc, lui, il n'est pas valable à vie. C'est-à-dire le bloc, il vit comme un métier. Ça vit, une certification, ça évolue. Et donc, en général, une certification est valable. Enfin, en tout cas, France Compétences donne une validité pour toutes les certifications d'un maximum de 5 ans. Donc, 5 ans, tous les 5 ans, ces certifications, sachant qu'en moyenne, on est plutôt à 3 ans. Donc, après, on a des certifications qui évoluent plus ou moins rapidement. On va dire que les certifications qui sont liées à du comportement, des soft skills comme la négociation, en général, elles ne changent pas tous les 4 matins. On va plutôt avoir des certifications dans le numérique, par exemple, qui changent beaucoup plus régulièrement. Voilà. Donc, légalement, 5 ans. Voilà, ça va de 1 à 5 ans. Voilà, en moyenne 3 ans. Voilà. Mais sinon, le bloc est acquis à vie. C'est comme une VAE, quand vous avez un diplôme, il est acquis à vie. Voilà. Parfait, merci Jean-Christophe. Bonjour Karine, d'ailleurs Karine qui était intervenue sur un direct avec Laurence, où ça avait été l'occasion de rencontrer Laurence en ligne, comme quoi les rencontres en ligne, il y a aussi du lien qui se crée, et Karine était intervenue aussi spontanément pour apporter la pratique du côté
à moins que je me trompe, mais je pense pas. Et donc intéressant à creuser. Moi, j'aimerais bien creuser en tant que miroir social ce sujet. Laurence, à toi la parole. Donc toi, tu représentes la CFE-CGC, la Confédération, première question, parce que Nicolas en a parlé sans citer, mais sur les 6 blocs, les 6 certifications du ministère du Travail, c'est porté par l'AFPA, et donc tu auras l'occasion d'en parler. Mais avant, parce que tu t'es intéressé au sujet, t'as bien regardé la chose, mais avant de ça, en tant que représentante confédérale, comment tu vois le positionnement d'une organisation comme une confédération pour accompagner ces militants, ces militantes qui veulent, qui aspirent à passer des certifications, des diplômes? C'est quoi pour toi la responsabilité que vous avez et ses limites? À toi. Alors bonjour à toutes et à tous, merci Rodolphe de m'avoir invité. J'en profite pour remercier aussi les salariés de la CFE-CGC, puisque nous sommes une organisation catégorielle cadre, bien que l'adhésion puisse couvrir tout salarié. Alors, donc, comment la CFE-CGC s'est emparée de cette question? On a été sollicité très, très vite par les militants qui avaient un besoin de reconnaissance. Et il y a eu un premier essai qui a été fait et conclu avec l'Institut politique, enfin avec les instituts, l'ISTT, en Paris et en province. Un certain nombre de militants, parmi ceux qui avaient les plus gros mandats et surtout au niveau de la fédération, ont suivi cette formation. Ça a présenté un intérêt évident de reconnaissance de leurs compétences, mais c'était pas très élargi. Donc la CFE-CGC en a tiré les leçons et elle a mis au point tout un système qui permet surtout de donner la possibilité aux militants de prendre en main leur destinée. Donc la première des choses, ça a été de mettre en place une formation nous avons un centre de formation, le CFS. Donc je rappelle que la Confédération française de l'encadrement, c'est à peine 70 salariés et 34 élus. Moi, je suis élue donc pour le commerce et je suis la seule d'ailleurs du commerce au niveau de la Confédération et en charge de ce dossier. Donc déjà ça démontre bien l'importance que notre organisation syndicale donne à ce sujet, puisque je suis en charge de suivre tout ce qui se passe sur ce sujet. Donc la première des conclusions, ça a été oui, les militants, et je vois que d'ailleurs dans le fil de la discussion, il y a eu pas mal de remarques sur ce sujet, c'est que les militants prennent conscience de leurs compétences, de leurs capacités, de leurs valeurs, de ce qu'ils peuvent apporter. Donc il y a 4 formations par an pour le moment, qui sont toujours pleines, qui sont ouvertes sans limite. C'est-à-dire que nous avons normalement, c'était la cible, c'était les DS, mais en réalité, nous acceptons toutes les personnes qui se forment. Je rappelle, parce que je crois que ça n'a pas été dit, que tout salarié a un droit à formation de 12 jours par an sur les aspects économiques et sociaux. Et les élus ont droit à 18 jours. Donc, quand on fait partie d'une organisation syndicale, on peut bénéficier de formations qui sont dispensées par l'organisation syndicale. En tout cas, c'est notre cas, c'est le cas de la CFE-CGC. Et donc, cette formation a pas mal de succès. Donc ça, c'est avec un cabinet extérieur. Donc, je ne vais pas citer son nom pour pas faire publicité, mais nous avons un cabinet extérieur. Ensuite, les formations de base, on les a diversifiées et on les a augmentées depuis le mandat de Monsieur Omril. Et c'est presque, d'ailleurs, on est presque victime de notre succès parce que il y en a jamais assez et il y en a pas où on veut. On a également pas mal délocalisé, puisqu'on a délocalisé en province, ce qui permet aux gens qui ont parfois très peu de temps de pouvoir aussi les suivre en fédération et en confédération. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait au niveau du centre de formation. Et après, le guide, donc il a été établi. Donc comme je vous le disais, c'est une continuité. C'est pour cette raison que je remerciais les salariés parce que nous avons des élections tous les 3 ans. Donc moi, j'ai été élue en mars. Rodolphe disait tout à l'heure que bien qu'âgée, puisque j'ai bientôt 68 ans, je suis une jeune syndicaliste. Je suis rentrée en toute fin de parcours professionnel, révoltée par le sort fait aux femmes dans la grande distribution, à la CFE-CGC. Je suis chef de rayon depuis l'âge de 21 ans ou 22 ans. Je suis la reine du surplace en termes de promotion professionnelle. Voilà, je pourrais faire des cours sur ce sujet, comment on refuse des promotions. Et donc, pour revenir à notre sujet principal, ma prédécessrice, Madame Swartz, a mis en place ce guide qui est très dense. On peut peut-être le feuilleter, Rodolphe, pour que les gens se rendent compte, et qui est disponible pour tous
nos adhérents. Donc il a été fait en 2023, donc c'est pas si vieux, avec une mise à jour en septembre 2023. Et on va retravailler cette forme je pense, en 2024 ou 2025 pour tenir compte des remarques qui nous sont faites. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas, on n'a pas de partenariat avec aucune des écoles. Hein. C'est simplement pour que nos élus, enfin nos mandatés, hein, parce qu'il y a aussi des adhérents qui n'ont pas de mandat, puissent éventuellement mettre en place une VAE ou une formation via leur CPF, où il y a un projet de transition personnelle, professionnelle. Personnel. Donc, je vais un peu vite, je m'excuse si mon débit est assez rapide d'une façon générale, donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Donc, ce que je suis aussi, c'est tout ce qui se passe sur la filière. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, fais partie du groupe de travail, Rodolphe en a parlé tout à l'heure, d'un projet qui a été mené avant 2020 avec l'AFPA, hein, des directions générales du travail a confié à l'AFPA des certifications d'un certain nombre de compétences des mandatés syndicaux. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur LinkedIn, Laurence Nyolonfoun, je mets tout en ligne. Mais je vais vous énoncer simplement les certificats. Donc, la certification mise en œuvre d'un service de médiation sociale. L'avantage, c'est que ça donne droit à un bloc de compétences. Donc, on parlera après des blocs de compétences. Prospection et négociation commerciale, suivi de dossier social d'entreprise, assistance dans la prise en charge d'un projet, gestion et traitement de l'information et encadrement et animation d'équipe. Voilà. Donc, à chaque fois, cette certification, qui est gratuite, c'est l'avantage d'une certification menée par le gouvernement, donne droit à un bloc de compétences. Valide un bloc de compétences. Donc, les blocs de compétences, pour revenir un petit peu et abonder un peu ce qui a été dit précédemment, depuis 2019, toutes les formations en France doivent être normalement découpées en blocs de compétences. C'est loin d'être le cas. Et l'avantage, c'est que ça permet aux salariés de valider, par exemple, leur expérience professionnelle, avoir un bloc de compétences pour valider leur expérience professionnelle et faire un complément de formation théorique pour pouvoir valider un diplôme. Ça, c'est la théorie. En réalité, ça marche pas si bien que ça. Et on se heurte, en gros, à deux problèmes, le coaching et le financement. Voilà, parce que une VAE, ça a un coût et qu'il faut pouvoir financer non seulement le coût de la formation, mais également le coût de la vie. Voilà, j'ai à peu près terminé mon intervention. Je voudrais rajouter que l'APEC, depuis juin, et là, je ne vais pas le diffuser non plus, a mis en place un système de coaching pour spécialisé pour les mandatés syndicaux qui débute. Ce système débute. Et pour ce qui concerne l'AFPA, pour faire partie du groupe de travail, c'est un peu en frein depuis les problèmes, on va dire, gouvernementaux. Mais on a quand même avancé sur deux choses. C'est qu'à partir du moment où il y a 5 personnes intéressées par une certification, se met en place un groupe qui est par Teams. Donc, c'est pas trop pesant pour les gens qui n'ont pas trop de disponibilité. C'est sur 10 semaines, 2 heures par semaine. Et ensuite, il faut proposer un dossier qui est sur une trame qui est faite par l'AFPA de 17 pages, 17 ou 18 pages devant un jury professionnel. Voilà, donc maintenant je vais répondre aux questions. Non, merci Laurence. Et je mets en partage, moi, sur Miroir Social, quand même, Miroir Social, on est avant tout quand même. C'est un grand plaisir d'organiser ces directs où il y a vraiment beaucoup de ressources et pour moi, j'appréhende ça comme vraiment une démarche journalistique, clairement, qui nourrit la partie éditoriale de Miroir Social. Et je vous ai quand même mis un lien. Alors, c'est une ressource sur abonnement, mais on a fait un point en février 2024 sur justement les certifications portées par l'AFPA. Simplement, je voulais préciser, l'objectif annoncé par le gouvernement, c'était d'avoir 1000 certifiés en 2020. Pour une démarche lancée en 2018. Et en février 2024, il y avait au maximum 300 représentants qui étaient certifiés. Donc, et ça monte bien. Il ne s'agit pas de mettre en cause l'AFPA, mais il s'agit surtout de mettre en question les moyens, les ambitions affichées par l'État et concrètement les moyens qu'il a mis à disposition de l'AFPA pour porter le sujet.
Si je peux intervenir sur ce Vas-y, sujet, vas-y. bon, en fait, ce système-là, il a été lancé, on l'a oublié déjà, hein, mais peu avant le Covid, donc ça a été très freiné. Ensuite, ils n'étaient pas prêts, clairement, hein, puisque le groupe, ça se faisait en physique, normalement par région. Et il y avait je crois qu'il y avait qu'une seule région qui était à peu près prête. Ça a été lancé sur une région. L'avantage, c'est que maintenant, c'est en distanciel. Nous avons tous pris l'habitude du distanciel, la preuve en est de cette réunion, de ce débat. Et donc, c'est beaucoup plus commode. Et puis, avec des groupes plus petits et avec des contraintes moins fortes. Voilà. Donc, moi, je vous invite à regarder. Je vous dis, j'ai posté ça en ligne. Je ne dis pas que ça fonctionne bien. Je dis que c'est possible. Après, la limite, un peu, c'est le niveau, puisque c'est niveau bac+2. Donc, c'est sûr que, par exemple, pour nous qui représentons les cadres, les ingénieurs, les techniciens, les agents de maîtrise, ça peut parfois, sauf si on veut vraiment changer de métier, pas présenter autant d'intérêt que ça devrait. Mais je crois que ce système-là est en démarrage. Après, il est un peu en frein aussi, puisque nous n'avons plus actuellement de membres du gouvernement qui participent aux réunions. Donc, sans cet appui, c'est un peu difficile. Sans compter le patronat, mais ça, on y reviendra tout à l'heure si on a le temps, et je pense que ça sera alloué. C'est un vaste sujet en soi. Merci à toi, Laurence. Merci à vous. Merci à toi. Et n'hésite pas à rebondir. Parole à donc Rémi. Rémi Boulet. Donc, toi, tu représentes la Confédération CFTC et Jean-Christophe a parlé de VAE. Vous avez a parlé de VAE. Il y a une négociation interprofessionnelle qui va démarrer en 2025 sur la reconnaissance des parcours syndicaux. Et tu m'expliquais quand on a cadré que la CFTC et d'autres OS, vous portiez le sujet d'une VAE-S. Alors, ça veut dire quoi la VAE-S pour toi et comment vous seriez susceptible de la porter dans le cadre des négociations qui vont s'ouvrir ? Avec le micro, ce sera mieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous, on porte la VAES, donc la validation des acquis des expériences syndicales. Donc, l'idée étant vraiment de reconnaître tout notre travail dans le cadre de nos missions syndicales, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on est élu un certain nombre d'années, alors ça peut être DS, DSC, ça peut aussi être dans le monde de la fonction publique. Nous considérons que nous emmagasinons de l'expérience et qu'au même titre que les VAE, cela doit être reconnu. Et ça répond également à une demande de notre jeunesse. Aujourd'hui, si on voit la jeunesse dans le monde du travail, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent un sens à ce qu'ils font, ça c'est certain, toutes les études le montrent, mais ils cherchent également de la reconnaissance dans l'engagement. Et aujourd'hui, où justement on a une crise de l'engagement et du bénévolat et de l'implication donc dans bien des domaines, mais également dans le domaine syndical, nous considérons que cela peut être une réponse réelle et sérieuse de reconnaître le travail qui est fait lors d'engagement, lorsque nous sommes élus. Et par là, donc, il faut faciliter ce processus. Il faut le faciliter, ça c'est une chose, une fois qu'on l'a dit, c'est bien. Maintenant, il faut savoir comment on le fait. Et au-delà de ça, il faut savoir après le valoriser. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est simple, hein. C'est avoir une VAE, une VAES, c'est bien. C'est un long parcours, c'est du boulot pour pouvoir l'obtenir et la réussir. Mais après, qu'est-ce que ça apporte ? À quel moment cette certification va changer réellement notre vie ? On le voyait dans le chat, hein, les questions se posent, elles sont légitimes. Est-ce que ça va faire bouger le bulletin de salaire ? Est-ce que non ? Est-ce qu'elle va être prise en compte par notre employeur ? Par exemple, je vois dans la fonction publique, aujourd'hui, les VAE sont existantes, elles sont très très peu utilisées. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a la VAE et qu'on va voir l'employeur, donc l'employeur public, eh ben, il va te dire c'est bien, il va te faire une tape dans le dos
et il va dire, mais nous, on a une grille salariale, donc ça changera rien. Et donc, il faut étudier vraiment, faciliter la VAE, la VAES, et après, vraiment la valoriser, que celle-ci ait un sens et que celle-ci serve à quelque chose. Ok, pardon. Alors simplement, tu vas reprendre la parole, Rémi. Peut-être un rebond de Jean-Christophe là-dessus sur en quoi ça te résonne chez toi quand tu entends parler de VAES. Alors, moi, je trouve que d'abord, merci pour cet échange et partage, parce que la VAE a trop souvent été, on va dire, considérée comme quelque chose de complexe à mettre en œuvre et souvent éloigné du possible. Or, c'est un excellent outil de reconnaissance de la compétence, de sa formalisation et de sa mise en avant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est attention. Alors, c'est sûr que VAES, avec le S attaché, c'est un peu parce que la VAE, c'est un dispositif qui est associé au RNCP, donc au niveau. Vous voyez, et c'est là que souvent il y a débat avec l'employeur, c'est que quand on associe ça à un niveau, on associe ça souvent à une classification, et là, en effet, on peut associer ça à une reconnaissance, y compris salariale ou en termes d'emploi. Mais c'est pour ça que rarement on veut aller jusqu'à la certification, parce que la certification, ou du moins la certification inscrite au RNCP, parce que dès qu'il y a niveau, même bloc, il n'y a pas de niveau, mais c'est quand même associé à une certification qui a un niveau, et donc là, on fait le lien. Donc, j'allais dire, bonne idée, je pousse de toute façon pour mettre en place ce genre de dispositif. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être, ça a été un petit peu dit dans le précédent, ça a été comment on se raccroche à des niveaux ou à des certifications comparables ou à des niveaux comparables. Voilà, pour que on ancre bien cette valorisation. Ok, merci Jean-Christophe. Je te repasse la parole, Rémi. Tu m'expliquais, alors toi tu viens, on l'a compris, enfin, je confirme, tu viens des collectivités territoriales, et tu m'expliquais que dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique en général, il y avait le concours de la troisième voie, qui permettait, alors c'est pas une notion de VAE, mais c'est permettre de reconnaître notamment à des élus qui sont engagés dans les municipalités, de faire reconnaître au bout de 6 ans, enfin tu préciseras, une reconnaissance et d'accéder à un concours, on va dire, allégé pour pouvoir accéder à progresser dans la grille, etc. On le voit aussi également avec les politiques jusqu'à Sarkozy quand même. Dans ce cadre de la troisième voie, par exemple, les députés au bout de je sais plus combien quelle mandature, accéder directement au barreau. Ça a été sucré et peut-être heureusement. Mais par contre, ça prévaut toujours pour les assistants parlementaires et les assistants également des sénateurs qui peuvent également avoir des voies de passage. Pour toi, et là c'est vraiment une revendication CFTC, c'est de dire que l'analogie. Je suis élu dans une municipalité et je vais pouvoir faire valoir mon expérience et avoir accès à un examen, enfin une reconnaissance et un SAS privilégié. Pourquoi ça s'appliquerait pas? On pourrait quid de la transposition en privé. À toi. Alors effectivement, Rodolphe, donc, je viens de la fonction publique. En plus d'être chef de file de la jeunesse à SFTC, je suis chef de file de la fonction publique. Et l'une de nos revendications, c'est la troisième voie ouverte à la reconnaissance syndicale au syndicat. Pourquoi ? Très simplement, on parle de très concret. Pour rentrer dans le territorial, mais aussi dans des écoles d'administration ou dans l'école de la magistrature, c'est par concours. Nous avons ce qu'on appelle les concours internes, les concours externes ou examens externes. Et la troisième voie, elle est bien moins connue et bien moins utilisée. Pourquoi ? Tout simplement que c'est un public très restreint qui peuvent en bénéficier. Aujourd'hui, ce sont donc les élus de la République qui ont le droit d'utiliser cette troisième voie, mais également les responsables d'associations
de certaines associations, pareil, il y a un répertoire qui permettent d'aller vers ce concours. Ce concours de la troisième voie est intéressant parce qu'il est légèrement simplifié et surtout, il y a toute une sorte de critères qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire les critères d'ancienneté sont balayés. On peut accéder directement au concours de la troisième voie sans avoir tant et tant d'ancienneté dans la fonction publique ou dans un grade. Et il y a tout un tas d'autres critères où c'est réellement une facilité de réussir ce concours. Aujourd'hui, la demande, elle est simple. La demande, elle est de la même manière qu'au bout de X années de mandat politique, un mandat syndical ouvre cette voie. Hein, là, on est dans du réellement concret, hein, dans la reconnaissance des parcours de syndicaux. Alors oui, on demande en fait un équivalent, qu'on reconnaisse de la même manière qu'on reconnaisse un mandat républicain, un élu républicain, pardon, qu'on reconnaisse un élu syndical. Et pas forcément confédéral ou fédéral. Hein. Nous considérons que lorsqu'on s'investit même au niveau local, cela devrait ouvrir le droit à certaines choses. Et ça répond au besoin de reconnaissance, une nouvelle fois. Puisqu'on reconnaît le travail, donc on donne une possibilité supplémentaire. Et c'est pas de la monétisation, c'est pas sur la fiche de paye, parce qu'on sait que c'est souvent là que ça bloque, mais la possibilité d'évoluer, ça éliminerait à notre sens une grande partie de la discrimination syndicale. Et ça fait partie. Alors c'est qu'une des propositions qui permettrait d'aller mieux. Hein. On le voit aujourd'hui, la fonction publique est extrêmement maltraitée. On ne sait pas ce que ça va donner dans les semaines qui viennent, mais voilà, c'est une des propositions. En fait, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, là, c'est quand même circonscrit au périmètre de la fonction publique territoriale, cette transposition. Pas dans le privé, en fait. J'ai parlé de privé, non. Ouvrir l'école de magistrature, les écoles d'administration, ça peut aussi ouvrir certaines choses ailleurs. Okay. Mais ça reste dans le monde de la fonction publique. Ok, d'accord. C'est là, j'avais mal. Ok. Et Rémi, en rebond par rapport à ce que disait Nicolas. Bon, bah vous, CFTC comme la CFE, vous avez le congé vous formez dans le cadre du congé de formation syndicale, on va dire, parce que l'acronyme j'ai vraiment du mal. Et donc, quid de la perspective d'avoir une certification derrière ce congé? Mais c'est la même chose que le sujet précédent au final. Hein. Tout élu syndical, mais même adhérent syndical bien souvent, on part en formation sur les droits, sur le contrat de travail, sur la communication, sur bien des choses. Régulièrement, les formations CFS les formations syndicales sont montrées du doigt, mais positivement, pour être de qualité. Et là, pour le coup, je me permets de le dire, mais dans toutes les grandes OS, on est régulièrement annoncé comme quoi on fait des formations de qualité, et c'est super, il faut que ça continue comme ça. Mais ça revient à mon mot précédent. On a fait ces formations, c'est bien. On revient de ces formations, on a gagné bien souvent en compétences, on a gagné forcément en connaissances et parfois on gagne même en technicité. Donc, on est parti en formation, on revient, on va être plus productif, on va être meilleur. Pourquoi il n'y aurait pas une reconnaissance de cela ? Et alors, là, après, c'est les experts du métier qui le diront, mais pourquoi pas une certification ou pourquoi pas une reconnaissance de l'employeur qu'au bout de X formations dans X domaine, il y ait une reconnaissance pécuniaire ou autre. Mais voilà, c'est toujours le même principe. Nous partons se former, nous revenons avec un gain, mais autant pour l'entreprise que pour l'OS, que pour nous personnellement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'on propose derrière pour reconnaître ? Et effectivement, je le lis dans le chat en parallèle, ce genre de procédé aiderait à attirer de nouvelles personnes dans le monde syndical aussi, et dans l'engagement de manière générale. Merci à toi. Parfait. Peut-être, Nicolas, si tu veux rebondir, n'hésite pas, avant que je passe la parole à Debra et à Claude.
Non, mais rebondir, non, je suis ravi d'entendre que tout le monde converge sur l'idée que aller un cran plus loin est une bonne chose, et j'espère qu'on saura se retrouver pour discuter. Parce que une certification, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un travail un peu compliqué à construire, mais on a quelqu'un comme Jean-Christophe dont c'est le métier depuis longtemps et qui sait nous aider. Derrière, s'il n'y a pas une double reconnaissance par les organisations syndicales, par les employeurs, par la fonction publique au sens large, par l'État au sens large, ça reste un bel exercice inutile. Donc oui, il y a un moment, il faudra bien qu'on arrive à se retrouver tous autour de la table pour faire ça. Et je vais te faire ta transition parce que ça a existé dans différents autres secteurs, que ce soit dans l'enseignement ou dans la métallurgie au moment des conventions collectives. Et c'est des moments où employeurs et salariés savent se retrouver pour décider ce qui est bien pour eux. Donc c'est à ça qu'on ambitionne. Voilà. Parfait. Debra, à toi la parole. Alors, Debra Reynolds, alors toi, tu es militante CGT dans l'enseignement privé indépendant. Et donc, je sais pas ce qui se passe là. Zou, je te remets à l'écran. Voilà. Et donc, toi, tu vas nous partager ton parcours de VAE. Donc, tu as un bac plus 4. En VAE, tu voudrais obtenir un master en master 2 en droit social en entreprise. C'est important de le préciser. Et donc, tu as 7 ans d'expérience en entreprise. Tu as porté des mandats pendant 7 ans en entreprise. Tu as 5 ans au niveau national, au niveau branche. Et fort de ça, si tu peux nous raconter déjà les préalables rapidement sur le bilan de compétences que tu as fait, le CEP que tu as fait également, l'orientation préalable, et ensuite ta démarche de VAE et les points de vigilance que tu tiens à souligner. À toi la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, mon rôle, c'est d'apporter un témoignage personnel en début de parcours, je précise, parcours de VAE. Donc, enseignante en anglais dans le supérieur depuis 2008. En 2021, j'ai décidé en mandat en entreprise de 2016 à 2023 et mandats nationaux depuis 2019. Donc en 2021, j'ai décidé d'utiliser mon CPF pour faire un bilan de compétences parce que j'avais toujours cette dichotomie dans ma vie. J'avais toujours mes cours, mon métier et aussi mes heures de mandat qui étaient à temps égal. Au niveau temps de travail. Donc, j'étais à 30% à peu près dans mes cours et à 30 à 40% du temps de travail dans mes mandats. Et donc ce bilan de compétences m'a confirmé que j'appréciais les 2, c'est-à-dire mon métier d'enseignante et aussi les formations suivies, les compétences acquises au cours de mes mandats. 1 an après, j'ai commencé à m'interroger à comment valider ces compétences, à comment avoir une reconnaissance au niveau de mon CV et aussi une reconnaissance personnelle par rapport à tout ce que j'ai appris. Donc, j'ai entamé la procédure de me mettre en contact avec un conseiller en évolution professionnelle, donc CEP. Après un premier entretien de CEP, la personne a tout de suite m'orienté vers une VAE parce que j'avais déjà réfléchi, que faut-il? Donc voilà, je me suis renseignée sur les compétences d'APFA qu'on avait déjà évoquées. Je me suis renseignée sur une collègue qui avait fait une VAP. Donc pour moi, c'était vraiment la VAE. Donc suite à un premier entretien en CEP, on m'a dirigée vers une spécialiste. Maintenant, on les appelle les accompagnateurs architectes de VAE. Et je veux dire, cet entretien était fort intéressant. C'est-à-dire, en moins d'1 heure, on m'a montré comment aller sur les sites chercher un titre RNCP, parce qu'on était bien sur les titres certifiants RNCP ou les diplômes RNCP. Après, une fois que j'avais ciblé un master de droit social, qu'est-ce que c'est ces parcours? Donc, comment bien cibler le parcours et aussi aller, en fait, cette conseillère, elle m'a dirigée, on a fait ensemble de visiter plusieurs sites d'universités, de vraiment
savoir où aller sur une formation professionnelle, de savoir. Et la première question, c'est est-ce que cette formation, est-ce que ce diplôme est ouvert au VAE? Parce que c'est une question qu'on parfois on oublie de poser. Nous, on trouve quelque chose, mais c'est à chaque université de prendre la décision s'ils ouvrent le diplôme à une VAE. Donc ça, c'était vraiment une démarche. Cet entretien m'a permis d'avoir quels sont les outils de recherche pour une VAE, sachant que c'était qu'un seul entretien à 1 heure. Donc à partir de cet entretien, j'ai commencé à créer un document de ce qu'on appelle d'auto-positionnement. On peut trouver ça sur un CERFA, mais j'ai cherché les diplômes, j'ai téléchargé les objectifs et ensuite je me suis positionnée par rapport aux objectifs, sachant que dans une démarche de VAE, on va pas être à 100% sur chaque compétence. Par exemple, il y avait sur un master 2, il y a souvent un cours en première année sur le droit international. Moi, je n'ai pas fait de droit international, donc je dis, j'ai moins de compétences, moins d'expérience dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire que ça va tout de suite m'empêcher d'obtenir une VAE. Il faut simplement avoir une transparence sur notre expérience. Donc, suite à ça, j'ai ciblé 3 universités et je me suis renseignée sur le calendrier et aussi sur la démarche parce que là encore, chaque université établit ses démarches de modalités de recevabilité du dossier. C'est-à-dire sur une université, ça peut être le calendrier est complètement ouvert. On peut envoyer, son CV et sa lettre de motivation à n'importe quel moment. Sur une autre université, on va avoir des fenêtres très, très spécifiques, c'est-à-dire on accepte les dossiers de VAE que du 1er au 30 septembre ou que du 1er au 28 février. En dehors de ces périodes, interdiction d'envoyer un dossier. Donc, il faut vraiment se renseigner. Une fois qu'on a ciblé le titre RNCP, il faut absolument aller sur chaque site de chaque université qui propose de savoir, premièrement, est-ce ce parcours est ouvert à la VAE. Deuxièmement, ce diplôme, pardon, est ouvert à la VAE. Deuxièmement, quel est le calendrier de dépôt de dossier? Et troisième point de vigilance, je dirais, c'est que souvent, on n'a pas de personne au bout de la ligne. C'est-à-dire, dans les services de formation professionnelle, c'est souvent une adresse mail. C'est très difficile d'avoir quelqu'un au téléphone pour poser des questions. Donc, on envoie des mails. Moi, j'ai pu suivre une réunion d'information pour une université. Donc, je encourage les gens qui s'intéressent à une VAE de savoir s'il y a une réunion d'information et il faut s'inscrire. Cette réunion d'information m'a informée sur plusieurs choses. Pour le niveau licence, ce qui était conseillé, c'est 3 à 5 ans d'expérience et pour le niveau master, 8 à 10 ans d'expérience. Même si c'est sur papier, la VAE est ouverte après même 1 an d'expérience. Et aussi le parcours et le dossier de recevabilité, ce processus est long. Sachant que ce qui m'a été expliqué dans cette réunion d'information, c'est que on envoie un premier CV et lettre de motivation. Et quand je parle de CV détaillé, Europass détaillé, ça veut dire 6 à 8 pages de chaque compétence que moi j'ai acquise dans mes mandats, ou au moins les grandes lignes pour 6 à 8 pages. Plus, quand on est sur un master, on est sur un élément de recherche. Donc, de noter des cytographies, des bibliographies, des œuvres que moi, je vais utiliser dans mes recherches juridiques notamment, ou recherches pour la santé et sécurité des élus. Une fois cette première partie, on a un premier entretien avec la formation professionnelle, avec un conseiller aux formations professionnelles. Deuxième partie, c'est le dossier de recevabilité officielle, c'est-à-dire le CERFA et le tableau d'autopositionnement. Et ensuite, il y a un deuxième entretien dans la faculté, donc ça veut dire la faculté de droit. Et si je suis acceptée
si le retour de cet entretien est positif. Après, il y a le contrat de VAE et aussi le financement. Donc, en tout, on est autour de 6 mois pour un dossier de recevabilité au niveau université, licence Master 2. Peut-être il y a des universités qui vont aller plus vite, mais il faut être réaliste. Deuxième chose que je voulais, en dehors du dossier de recevabilité, j'ai eu la chance d'avoir un membre de ma famille, mon conjoint, qui a déjà passé par un Master 2 en VAE. Donc, je savais pertinemment le temps qu'il faut pour le dossier de recevabilité et aussi le temps qu'il faut pour monter un dossier VAE à ce niveau. On voit souvent sur les sites un congé de 48 heures. Ce congé de 48 heures, c'est vraiment pour l'accompagnement. Le temps qu'il faut pour un dossier de VAE au niveau Master 2, on est sur entre 300 et 400 heures de travail. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller sur un jour par semaine. Donc, le temps qu'il faut pour monter son dossier. Parce que le dossier de VAE, c'est pas simplement de montrer que j'ai suivi des formations, que j'ai des compétences, que j'ai de l'expérience, mais aussi c'est une réflexion personnelle sur comment les points d'amélioration, les recommandations, qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Et une fois le dossier monté, après on a la jury. Donc, je m'arrête là et je laisse les autres rebondir. Oh pardon, oui, je voulais simplement dire mes 3 motivations, pourquoi j'ai choisi. C'était une reconnaissance, ce que j'ai déjà évoqué, reconnaissance personnelle, reconnaissance sur mon CV, parce que mon projet professionnel par la suite, je suis pas en fin de carrière, donc c'était pour pouvoir enseigner au niveau master dans les compétences juridiques, dans les formations de représentants du personnel. Donc, pour enseigner au niveau bac plus 4 ou 5, il faut un diplôme équivalent. Donc, j'ai actuellement un bac plus 4, donc je voulais obtenir un bac plus 5. Et c'était aussi un choix personnel, parce que au niveau vie de famille, je n'avais pas la possibilité de me déplacer partout en France pour intégrer un parcours de Master 2, c'est-à-dire en présentiel. Donc, la VAE, c'est aussi une possibilité pour moi de rester sur place, de travailler en distanciel, mais tout en sachant que si mon dossier est accepté, il faut dégager du temps personnel, parce que je veux pas faire ça de 22h à minuit le soir, ni tous mes week-ends. Donc, il faut adapter mon temps de travail pour pouvoir avoir une journée par semaine, 7 à 10 heures par semaine pour travailler mon dossier VAE. Super, merci Debra, merci pour ton témoignage. On perçoit bien l'engagement que tu as dans la démarche et la motivation que tu y mets, donc et le travail que ça sous-entend. Donc merci à toi. Et ça sous-entend, et on en parlera, j'espère qu'on prendra peut-être 5 minutes de plus, qu'on ira jusqu'à 35. Ça sous-entend, tu as bien parlé des 400 heures, d'une journée par semaine à travailler sur ton dossier pour monter le dossier. Et ça sous-entend aussi un engagement de l'employeur pour te faciliter la tâche. Et voilà. C'est important de souligner cette condition aussi, le rôle des employeurs là-dessus. Merci à toi, super. Claude Je veux bien. Oui, vas-y, Jean-Christophe. Je veux bien juste rajouter un petit ajout. Bon, d'abord bravo, hein, parce que c'est vraiment un parcours important et le travail qui a été fait était bien décrit. Je rappelle juste quelques points. La VAE est obligatoire pour toutes les certifications inscrites au RNCP. Ça, toutes, elles doivent être. Cela dit, je suis d'accord, c'est qu'ils n'ont pas tous un dispositif vraiment très accessible ou sont aguerris. Ensuite, c'est vrai que les universités ont souvent plus de contraintes que d'autres organisations, on va dire privées ou publiques, qui sont bien positionnées sur les reconversions, par exemple. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que c'est souvent les mêmes ressources qui font et la VAE et le reste, donc ils ont des contraintes un peu compliquées. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent un petit peu compliqué. Après, que ce soit privé, public ou aguerri, pas aguerri, les 6 mois, c'est les 6 mois. Entre 4 et 6 mois, le travail, c'est quand même du boulot. Donc, ce que je conseille,
c'est avant de démarrer, d'ailleurs ça a été un petit peu dit, c'est d'aller sur le site de France Compétences pour aller sur le moteur de recherche. Alors il y en a d'autres un petit peu plus simples des fois qui permettent de récupérer les compétences en lien avec vos compétences, enfin les titres et certifications en lien avec vos compétences. Quand vous allez sur le site de France Compétences, si vous allez jusqu'en bas de la fiche, vous verrez un petit lien vers le référentiel. Et le référentiel, il vous permet de mieux comprendre ce qui est attendu en termes de blocs de compétences. Parce que là aussi, les attendus sont pas les mêmes en fonction de telle et telle certification. Vous avez cité notamment, par exemple, international. On ne demande pas d'avoir 100% de toutes les compétences requises, hein. Voilà, donc il faut bien regarder le référentiel avant de faire ses choix avancés. Donc, s'intéresser évidemment, est-ce qu'ils ont ou non un dispositif d'accompagnement où ils sont un peu aguerris à la VAE. 2, on regarde bien le référentiel. Et puis, on s'assure bien que les blocs de compétences nous permettent, on va dire, d'avancer correctement et qu'il n'y a pas trop d'exigences, hein, parce que les exigences de 6 ans ou de 10 ans de ceci ou de cela, c'est même interdit par la loi, hein. C'est, comme vous l'avez dit justement, c'est même si je sais que c'est pratiqué. Voilà, c'était ces ajouts que je voulais faire. Merci à toi. Claude, tu as été patient. Merci à toi. Il y a eu dans le chat, on a bien vu que le sujet concernait la métallurgie. Donc, donc toi, tu es dans la branche de la métallurgie où il y a eu un accord, une nouvelle convention collective qui s'est traduite par une nouvelle grille de classification qui change un peu le logiciel dans la métallurgie, de la façon d'appréhender la notion d'emploi et de le coter et de les classer. Et donc, tu as suivi une formation CFE-CGC métallurgie pour accompagner les salariés sur leur cotation, appréhender la cotation, d'être partie prenante, même si c'est une décision de l'employeur de classer, mais les syndicats devaient, selon l'esprit de l'accord, être impliqués dans la démarche. Tu as été un peu plus loin avec deux de tes collègues, puisque tu t'es certifié, tu as validé ça avec une certification UMM. Si tu peux nous dire, donc tu t'es certifié, donc tu as été certifié haut la main, malgré haut la main. Et quelle a été la valeur et la reconnaissance et qu'est-ce que tu en as fait de ces certifications à l'égard de la direction, hein, comment ça a été appréhendé, en sachant que toi, Finia, vous êtes une entreprise, une ETI, vous êtes un peu plus de 1000 salariés, une RH qui est pas non plus monstrueuse et qui est en difficulté pour coter et ensuite mettre en application la cotation, les postes, le nouveau référentiel. Donc, vous, élus CFE-CGC, vous avez proposé votre aide à la RH, donc ça sera l'occasion de voir le retour. Et ensuite, l'assistance auprès des salariés, quel a été l'intérêt de cette certification? À toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme tu le disais, cette certification, on l'a obtenue avec 2 autres de mes collègues. Par contre, on ne sait pas si c'est haut la main ou pas, on n'a pas accès aux notes. On sait juste si on est certifié ou non. Ça évite de se comparer après avec les RH, je pense. Donc ouais, tu l'as bien dit, hein, depuis cette année, on a terminé la mise en place d'une nouvelle convention dans la métallurgie. Le dernier acte de tout ça, c'était la mise en place de cette nouvelle façon de classer les emplois. C'est une classification qui maintenant n'est plus attribuée aux salariés comme c'était avant, mais aux emplois tenus par les salariés. Donc voilà, il y a tout un processus comme ça qui a été mis en place pour décrire des emplois via des fiches emploi, après des grilles de cotation pour attribuer des notes qui mènent le tout à une classification. Et le thème de cette certification que j'ai passée, c'était justement pour tout ce processus qui va de l'élaboration des fiches emploi jusqu'à leur cotation et l'obtention d'une classification. Je fais un petit historique, hein. Comment on en est arrivé là chez nous. J'ai la chance d'intervenir au Conseil fédéral de la métallurgie CFE-CGC. Et j'ai vu en fait arriver ce sujet avant la fin de la négociation de la convention en 2021. On a eu une fédération qui a vraiment mis les moyens dès le départ pour nous préparer, nous, sur le terrain, en tant que militants. Ça a commencé par fin 2021, une mise en place d'une plateforme en ligne pour faire, je dirais, un dégrossissage de qu'est-ce que cette nouvelle convention collective et surtout les classifications. Et cette formation en ligne, en fait, débouchait sur une autre formation en présentiel de plusieurs jours
qui étaient éligibles au congé pour formation économique, sociale et syndicale, et qui a été suivi par, j'ai plus les chiffres en tête, mais très très bien suivi dans les militants. Et l'objet en fait de de ce parcours de formation, c'était la certification paritaire qui a été mise en place entre tous les partenaires sociaux au niveau national de la métallurgie, donc y compris l'IUMM. Et donc mes collègues et moi, nous sommes dit bon, on va y aller, on va avoir un problème parce que, comme tu disais Rodolphe, en termes de RH ici, ils sont pas très très staffés, hein, et on s'est dit on va pouvoir apporter notre aide, et donc cette certification était pour nous une évidence. Donc on l'a tous passé l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière. Et donc, mais on n'a pas attendu quand même pour faire la promotion de ce qu'on était en train de mettre en place. Dès 2022, dès la signature de la convention collective, on a commencé à intervenir en CSE, mais aussi en off avec nos dirigeants pour leur dire on se prépare, on va pouvoir vous aider. Et je veux dire, au début, c'était très très bien accueilli, hein. On nous disait oui, pas de souci, on va discuter de tout ça, on va réfléchir et on revient vers vous. Et puis ça traînait. Au bout d'un an, on nous a dit maintenant, finalement, on va y aller tout seul. Donc le travail a été fait assez tardivement chez nous en 2023 et est arrivé ce qu'on redoutait. Il y a une mise en place assez rapide qui a été faite, des salariés mécontents, des risques psychosociaux aussi qui sont montés. Donc nous on a commencé à faire des permanences pour proposer aux salariés, à nos collègues, de vérifier ou de donner notre avis sur les cotations qu'ils avaient reçues. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que d'un point de vue officiel, en termes de reconnaissance de la certification, on nous a dit qu'on en aurait eu, mais finalement, c'est pas le cas. Par contre, sur le terrain, quand je parle des salariés, mais aussi de certains managers, les gens ont bien compris qu'on était une ressource sur laquelle ils peuvent aussi s'appuyer pour avoir un support, pour résoudre les problèmes, ou même déjà savoir s'il y avait besoin d'aller réclamer à l'entreprise. Voilà, c'est comme ça que je peux résumer mon parcours sur ce point très précis. Ouais, et par contre, le côté certification, ça a quand même joué à l'égard des salariés, on est d'accord? Ah, totalement. Totalement. Ça nous a donné une légitimité pour nous dire qu'on était vraiment apte à éventuellement mettre en question ce qui était avancé par les RH. Et oui, ils ont bien intégré la chose. On est toujours en train de faire du support, y compris, et là je le lis en sous-marin, à des managers qui sont en train de revoir toutes leurs fiches parce qu'il y a eu des soucis dans leur secteur. Alors ça, j'aime beaucoup la notion d'accompagnement en sous-marin des managers par les élus. Ça, c'est un concept et je pense qu'on pourra en faire un live. Merci à toi je sais pas, avec plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci de ton écho. On arrive je vous propose de prolonger de 5 minutes au moins, enfin 5 minutes, hein, parce qu'on va pas trop déborder. J'ai peut-être en ouverture-conclusion, mais vous voyez, sur cette séquence-là, il y a aucun représentant des employeurs hein, sur le sujet-là. Est-ce que c'est pas la pièce manquante quand même dans l'histoire pour avancer? À vous entendre, vous avez tous la volonté d'avancer sur le sujet, mais sur les certifications notamment, la condition, c'est que peut-être le patronat soit davantage enclin à rentrer dans la démarche. Peut-être Jean-Christophe, Nicolas là-dessus. Alors, enfin, moi, si je puis un petit peu compléter, en effet, sur la question qui est posée. Alors bon, le patronat fait partie de France Compétences, donc donne également son avis. Mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a toujours un petit peu enfin, il y a à la fois l'attractivité qui est liée à l'accès au financement, parce que quand on est certifiant, il y a l'accès au financement, mais d'un autre côté, il y a toujours ce lien avec les niveaux, les classifications, donc le lien avec la reconnaissance, le salaire, le positionnement. Donc, des fois, ça amène à souvent des faux débats d'ailleurs, hein, mais en tout cas une crainte. Voilà, à une crainte que derrière, la formation certifiante, au-delà du financement, puisse engager une demande, quelle qu'elle soit, par les salariés, de salaire, de poste, de ceci ou de cela. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu à démystifier, parce que nous, on travaille beaucoup là-dessus.
à démystifier. Je veux dire, c'est pas forcément cette reconnaissance. Souvent, c'est une valorisation du métier, c'est la volonté de changer, d'évoluer. Et puis, en effet, c'est une fierté aussi. Hein, quand on met beaucoup de temps à faire une VAE, on est content de l'avoir, au-delà de l'accès à ces éléments-là. D'ailleurs, nous, souvent, quand on nous sollicite par des entreprises qui comprennent l'enjeu, eh bien, souvent, c'est une question d'attractivité, de rétention. C'est un outil de rétention. Donc, on voit que ça va quand même au-delà d'une simple validation d'une formation. Voilà ce que je voulais rajouter. Entendu. Merci à toi. Si je vous propose un petit mot de conclusion, un peu, on arrive peut-être à Laurence, tu n'as pas rebondi. Ouais, n'hésite pas, tu es actif dans le chat, mais n'hésite pas. Oui, j'arrive plus à faire deux choses à la fois. Hein, donc là, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut garder espoir parce que cette question de certification, d'abord, elle est quand même assez récente. Enfin, Ouais. l'organisation, la loi de 2019 a mis des contraintes dans toutes les formations. Moi, par exemple, j'ai un DCS droit des affaires commerce international. J'ai passé mes examens, je les ai loupés. Et là, j'ai eu un rattrapage. Bon, maintenant, normalement, cette formation-là, elle devrait être découpée en blocs de compétences. Et donc, comme l'a expliqué Debra, normalement, les expériences qu'on a accumulées, et pas que professionnelles, et pas que syndicales, les expériences d'une façon générale de vie qu'on a pourraient être validées. Donc ça, moi, je trouve que j'ai un peu de recul. Hein, donc, je dis que oui, il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est pas super, mais c'est possible. Et on est quand même dans un des pays dans lequel on peut se former, ce qui n'est pas le cas partout. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Hein. Quand vous voulez faire des études supérieures aux États-Unis, vous vous endetez à vie. Je crois que Barack Obama, il a remboursé ses crédits à la fin de sa présidence. Donc, on est dans ce pays-là. Ne crachons quand même pas trop sur ce qui ne marche pas très bien. Ça a le mérite d'exister. Et puis, la formation. Alors, moi, je suis une fan de la formation. Là, je vous dirais que, en fait, j'ai utilisé mon CPF à la toute fin de ma vie pour faire des formations dans la taille de la vigne. Vous voyez, la taille des oliviers. Enfin, c'était pas très, très syndical, tout ça. Mais le tout, c'est d'être gai et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et il y en a. Il y en a. Il y a des possibilités, comme je le disais tout à l'heure oralement. Quel salarié sait que l'entreprise ne peut pas lui refuser d'aller se former? Il a 12 jours par an. Et les élus ont 18 jours par an. Et c'est sous-utilisé. Et ces formations-là, qu'elles soient données par notre organisation syndicale ou par d'autres, ou suivies dans d'autres contextes, elles peuvent participer à la validation d'un bloc de compétences, donc à la validation d'un diplôme éventuel. Après, dans la reconversion, on a beaucoup de rêves tous, on a tous envie d'une vie meilleure et on sait bien tous que c'est un peu plus difficile parfois de sortir. Il y a quelqu'un qui parlait de son statut de cadre qui fait 60 heures par semaine. Bon, moi, je travaille chez Auchan pendant 10 ans. Je peux vous dire que oui, vous travaillez 60-70 heures par semaine. Nos ancêtres, ils travaillaient plus encore et les paysans travaillent encore plus. On peut travailler beaucoup. Le tout, c'est d'y trouver sa joie de vivre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et moi, ce que j'en ressors, c'est ça. Il y a du dynamisme, il y a de l'attente. Je vous remercie vraiment, Rodolphe, pour avoir mis ça en place parce que vous faites partie des gens qui veulent améliorer la vie des citoyens et c'est bien. Voilà. Merci, Laurence. Je suis très fière d'avoir participé à ce débat. Super, merci de l'avoir nourri, c'est grâce à vous que ça vit. Et merci de la patate que ça donne. Debra, peut-être? Moi, je voulais simplement dire, il faut pas désespérer. Il faut avoir, pour moi, c'est vraiment, j'ai 2 personnes dans ma vie qui m'accompagnent, qui m'encouragent, qui me disent il faut persister, il faut poser des questions. On n'a pas de réponse si on ne pose pas de questions. Voilà. C'est Parfait. Claude, si tu veux. Oui, volontiers. Je t'ai entendu parce que Oui, comme point positif, je vois. Merci pour ce genre d'échange parce que ce genre de question de la reconnaissance des parcours syndicaux, en fait, on se la pose au niveau territorial depuis au moins 2016 et en 2016, il y avait vraiment rien qui existait. Et là, je vois un gros changement en quelques années. Et là, oui, c'est plutôt positif. Il y a encore du travail, mais c'est déjà encourageant. Ok. Nicolas, le mot de la fin. Ouais, très vite. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Pour un employeur, se dire j'ai un ancien délégué syndical qui a été pendant 10 ans le leader de la contestation, qui m'a pourri tous mes projets chaque fois que je devais passer en CSE, etc. Maintenant, il a un diplôme, il voudrait rentrer dans ma ligne managériale. C'est pas toujours hyper simple à gérer, y compris avec les autres managers. Donc, c'est des chemins qui existent. Mais je veux rester sur une note d'espoir. Ça a été dit longtemps, à plusieurs reprises dans le chat. Vous avez des représentants des salariés qui ont souvent beaucoup plus de connaissances et de maîtrise des sujets, notamment juridiques, et de tout ce qui renvoie au dialogue social que la plupart des jeunes DRH qui sortent des écoles de droit. Et ça doit être encouragé. J'ai raconté l'histoire d'un cheminot qui aujourd'hui est formateur pour moi, qui a été conducteur de train, qui n'avait pas fait d'études, qui a repris ses études à la fin de sa carrière en prenant sa retraite. Eh ben, c'est des chemins qui sont possibles et vous avez dans l'exercice des mandats des expériences d'une richesse extraordinaire. Donc oui, faut pas se faire d'illusions. Les employeurs seront pas toujours pressés d'applaudir quand vous arriverez en candidatant sur des postes de management. Et en même temps, vous savez faire beaucoup de choses et ça vaut le coup de le certifier et d'en prendre acte et de le reconnaître. Voilà. Jean-Christophe? Oui, je n'ai pas grand-chose à dire, hein. Je veux remercier un petit peu tout le monde parce que à chaque fois que je participe à ce genre d'échange, ça nourrit, y compris dans le chat, ça nourrit nos réflexions et ça nous donne plus envie de bien faire le lien entre les compétences acquises et l'employabilité. Voilà. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à Promotea et à Lafayette d'avoir permis à cette rencontre de se tenir. Merci à Laurence, Debra, Claude et Rémi d'avoir. Non, c'est. Excusez-moi. Mince, je mélange les pinceaux dans les prénoms. Mince. Rémi, oui, et Rémi, d'avoir nourri. Et merci à vous dans le chat, ça a été super dynamique. Donc. Merci à vous de votre contribution, de vos apports. J'espère que ça vous a nourri, en tout cas, ça a nourri les échanges de ce matin. Et je vous ai mis le lien pour le live de jeudi, donc la clôture du cycle. Et ça va être aussi très intéressant, vous allez voir ça, parce que c'est la façon dont on parle de ces compétences en fonction par exemple, avec un recruteur, comment on s'adapte. Et il y a différentes façons d'en parler, de poser le sujet. Et il y a aussi de bonnes pratiques à partager et vous découvrirez ça jeudi. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Je coupe. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Wow. Youp.